Au début des années 1920, après la guerre civile russe et le chaos engendré par l'intervention étrangère et la guerre contre la Pologne, Iosif Staline commençait déjà à gravir les échelons au sein du nouvel appareil soviétique. En avril 1922, il fut officiellement nommé secrétaire général du comité central du Parti communiste russe, un poste qui, bien que semblant administratif, lui donnait un accès direct à la structure du pouvoir interne du parti. Cette nomination coïncidait avec une période délicate pour le pays, la reconstruction d'après-guerre, la centralisation du pouvoir bolchevique et, surtout, la détérioration physique de son leader suprême, Vladimir Lénine. Staline, qui avait déjà été membre du Politburo et conservait la direction du commissariat aux nationalités, étendit son influence en assumant également la tête du commissariat à l'inspection des ouvriers et paysans. Cette position lui conférait l'autorité nécessaire pour contrôler les structures administratives de l'État, tout en disposant parallèlement de son propre réseau de renseignement. Cette force secrète ne surveillait pas seulement la population soviétique, mais espionnait aussi les membres du parti, fournissant à Staline des informations clés sur des rivaux potentiels. Avec ces outils, il commença à se consolider comme une figure redoutée et presque intouchable au sein du dispositif bolchevique. En décembre de la même année, avec la proclamation officielle de l'Union soviétique, Staline était déjà un élément central du pouvoir. Profitant du fait que Lénine était partiellement paralysé par un accident vasculaire cérébral, il commença à jouer ses pièces rapidement. Il utilisa son poste de secrétaire général pour placer ses alliés les plus fidèles dans des positions stratégiques, parmi eux Klimen Vorochilov, tout en purguant discrètement les fonctionnaires et cadres intermédiaires pouvant représenter une menace à ses ambitions. De plus, il prit le contrôle de médias importants tels que le journal Pravda, renforçant ainsi son image publique et son influence idéologique. Lorsque Lénine montra des signes d'amélioration, il découvrit avec surprise que l'appareil du parti était déjà colonisé par des hommes fidèles à Staline. Alarmé, il convoqua des figures comme Trotsky et d'autres dirigeants communistes pour les avertir des dangers que représentait la concentration d'un tel pouvoir entre les mains de Staline. Il le considérait comme une menace réelle, capable d'instaurer un système autoritaire personnaliste. Cependant, avant de pouvoir orchestrer une action concrète pour l'écarter, Lénine subit une nouvelle rechute. Le 21 janvier 1924, il décéda, laissant le champ libre pour que Staline se consolide comme le véritable héritier du pouvoir soviétique. Après la mort de Lénine, une lutte interne éclata pour le contrôle du Parti communiste soviétique. Trotsky défendait l'expansion mondiale du communisme, tandis que Staline promouvait le socialisme dans un seul pays. Grâce à une alliance stratégique avec Zinoviev et Kamenev, Staline réussit à marginaliser Trotsky, qui fut expulsé du parti et exilé en 1925. Une fois son principal rival éliminé, Staline se débarrassa également de ses anciens alliés, les accusant de trahison et les remplaçant par des dirigeants modérés comme Boukharine, Rykov et Tomsky. Cependant, ceux-ci furent eux aussi purgés peu après. En 1930, Staline était devenu le seul dirigeant absolu de l'Union soviétique, consolidant son pouvoir en tant que secrétaire général et chef suprême de l'État. Le début du gouvernement de Staline, connu sous le nom de Grande Transformation, marqua une période de changement radical en URSS. Déterminé à transformer le pays en superpuissance, il lança un plan agressif d'industrialisation et de collectivisation agricole qui se solda par un désastre économique. Pour détourner la responsabilité, Staline accusa les koulaks, paysans aisés représentant la majorité rurale, et ordonna leur répression massive, donnant lieu à la dékoulakisation, avec des milliers d'arrestations, exécutions et déportations dans les goulags. Les ouvriers furent également persécutés sous prétexte de sabotage, remplissant les camps de travaux forcés en Sibérie de millions de prisonniers soumis à des conditions inhumaines. L'échec de ces politiques faillit lui coûter le soutien du peuple et du parti, mais la répression brutale exercée par la police secrète étouffa toute opposition. Même son épouse Nadia ne supporta pas l'atmosphère oppressive et mourut en 1932. Staline, dans un acte extrême, déclara même que se retirer était un crime puni de mort. Malgré toutes les controverses, le Politburo réaffirma son leadership par un vote de confiance quasi unanime, consolidant son pouvoir absolu en tant que secrétaire général du Parti communiste.
L'Holodomor, également connu sous le nom de famine planifiée, fut l'une des formes les plus brutales de répression mises en œuvre par Staline après l'effondrement de ses politiques de collectivisation forcée dans la République socialiste soviétique d'Ukraine. Comme une grande partie des paysans ukrainiens s'opposaient ouvertement au régime stalinien et refusaient de livrer leurs récoltes pour ne pas mourir de faim, le dirigeant soviétique ordonna des mesures extrêmes. Tous les aliments disponibles dans les fermes furent confisqués, un blocus économique fut imposé avec le déploiement de l'armée rouge et tout foyer de résistance parmi la population fut éliminé. Il fut même ordonné de tirer sur toute personne tentant de s'approcher des dépôts de vivres. Cette punition collective eut des conséquences dévastatrices. Entre 1932 et 1934, près de 9 millions de personnes moururent de faim en Ukraine, au Kazakhstan, dans la région de la Volga et en Asie centrale. La famine ne résulta pas d'une pénurie naturelle, mais d'une stratégie délibérée de répression et de contrôle politique visant à écraser toute opposition au pouvoir central et à forcer la soumission de régions entières par la faim. Les politiques répressives de Staline se sont également étendues férocement contre les minorités ethniques du vaste territoire soviétique, malgré le fait que le régime se présentait publiquement comme un modèle antiraciste et que Staline lui-même était d'origine géorgienne. En pratique, ces décisions reflétaient un profond biais contre les populations non russes. L'une des premières communautés touchées fut celle des Coréens résidant en Yakoutie, qui furent massivement déportés dans des régions éloignées de la Sibérie sous l'accusation infondée de collaborer avec le Japon. Dans les régions musulmanes du Caucase, comme la Tchétchénie et le Daghestan, de nombreux villages furent rasés et brûlés comme châtiment collectif. Les Polonais vivant dans l'ouest de l'Ukraine furent progressivement éliminés et remplacés par des citoyens ukrainiens loyaux au pouvoir central. En Carélie, la population finlandaise fut soumise au travail forcé, tandis que les Roms de villes comme Moscou et Leningrad furent envoyés au camp de concentration de l'île de Nazino, où beaucoup périrent. Face au nombre croissant d'ennemis réels et imaginaires, Staline fonda une force de sécurité à son service direct, la police d'État soviétique ou NKVD. Initialement dirigée par Nikolaï Yezhov, puis par son proche collaborateur Lavrenti Beria, cette organisation devint l'un des instruments les plus redoutés du régime, exécutant déportations, tortures, purges massives et campagnes d'extermination ethnique sous le commandement absolu du leader soviétique. La soi-disant « Grande Purge » de 1937 fut l'opération la plus drastique entreprise par Staline pour éliminer toute menace à son pouvoir, même parmi ses propres alliés. L'assassinat du gouverneur de Leningrad, Sergueï Kirov, dans un attentat attribué à des partisans trotskistes, servit de prétexte pour activer l'appareil répressif du NKVD. À partir de là, une vague d'arrestations et d'exécutions se déclencha dans tout le pays. Les premières victimes furent des figures clés de l'ancien parti bolchevique et d'anciens collaborateurs de Staline, tels que Lev Kamenev, Grigori Zinoviev et Nikolaï Boukharine. À eux s'ajoutèrent près d'une centaine de membres du comité central, ainsi que des hauts fonctionnaires du Politburo et des dirigeants régionaux. La purge la plus alarmante eut lieu dans l'armée rouge, où 3 maréchaux, dont Mikhaïl Tukhachevski, défenseur des tactiques mécanisées, furent exécutés, ainsi que plus de 200 généraux, plusieurs amiraux et plus de 30 000 officiers. Ce saignement affaiblit gravement les forces armées soviétiques juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La répression toucha également les membres du Comintern, les intellectuels, les religieux, les entrepreneurs et les citoyens ordinaires, faisant plus d'1 million de victimes. Malgré ce bain de sang, vers la fin des années 1930, l'économie soviétique commença à montrer des résultats. L'URSS s'était rapidement industrialisée, atteignant des niveaux comparables à ceux de l'Allemagne ou des États-Unis, avec une production d'acier et de machines en forte croissance. Les campagnes furent mécanisées avec des tracteurs et des technologies modernes, et le pays gagna en prestige. À l'international, il fut accepté à la Société des Nations. Grâce à une intense campagne de propagande et au culte de sa personnalité, avec des statues, des avenues et des villes renommées en son honneur, Staline fut présenté comme le père de la nation, responsable d'avoir transformé l'Union soviétique en une puissance mondiale. Adolf Hitler ou Joseph Staline, quel a été le dictateur le plus sanguinaire et brutal du XXe siècle?
Adolf Hitler et Joseph Staline ont sans aucun doute été les deux dictateurs les plus impitoyables et influents du XXe siècle. Bien qu'ennemis irréconciliables sur le plan idéologique, ils partageaient certains éléments communs. Tous deux sont nés dans des milieux modestes, ont vécu l'impact dévastateur de la Première Guerre mondiale et ont su gravir les échelons du pouvoir dans leurs pays respectifs grâce à une grande habileté stratégique en politique. Curieusement, dans leur jeunesse, ils ont tous deux eu des aspirations artistiques. Hitler voulait devenir peintre et a été refusé par l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et s'intéressait également à l'architecture, tandis que Staline s'était fait connaître comme poète au style pastoral et au contenu nationaliste, une facette peu connue de son passé. Malgré leurs aspirations artistiques de jeunesse, Hitler et Staline finirent par incarner les formes les plus extrêmes de l'autoritarisme en Europe au XXe siècle. Chacun dirigea d'une main de fer l'une des plus grandes puissances du continent, le Troisième Reich en Allemagne et l'Union soviétique communiste. Tous deux consolidèrent leur domination absolue grâce à un système de violence institutionnalisé, une répression implacable et un culte de la personnalité. Curieusement, bien qu'ils se détestassent idéologiquement, Hitler dénonçant le communisme comme un judéo-bolchevisme et Staline condamnant le fascisme nazi comme une menace réactionnaire, ils partageaient un profond mépris pour les démocraties libérales et capitalistes de l'Occident. De plus, à certains égards, une certaine admiration réciproque se manifestait. Hitler appréciait la fermeté brutale avec laquelle Staline avait consolidé son pouvoir en URSS, tandis que Staline, germanophile déclaré, estimait la capacité de l'Allemagne à se reconstruire après la défaite de 1918 ainsi que l'ordre de fer instauré par Hitler lors de la prise du pouvoir. Selon certains rapports des services de renseignement soviétiques, Staline fut particulièrement impressionné en apprenant la purge interne menée par Hitler en 1934, connue sous le nom de « Nuit des longs couteaux », au cours de laquelle il élimina ses rivaux au sein du mouvement nazi, dont Ernst Röhm, chef des SA. Selon les récits, Staline aurait commenté avec admiration « Quel type est ce Hitler ?» Lui sait vraiment comment se débarrasser de ses ennemis politiques. Bien que le lien entre les deux régimes fût ouvertement hostile, il n'en manquait pas entre leurs dirigeants de gestes de reconnaissance envers l'efficacité de la terreur comme mécanisme de pouvoir. Aujourd'hui, de nombreux experts débattent encore pour savoir lequel des deux grands tyrans du XXe siècle, Hitler ou Staline, représente le sommet du mal absolu. Tous deux ont dirigé des régimes marqués par la terreur, la répression et l'extermination, mais dans le cas d'Adolf Hitler, dont la figure est devenue le symbole le plus universel de l'horreur, il est directement tenu responsable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a dévasté l'Europe tant physiquement que moralement et a provoqué la mort d'environ 55 millions de personnes. Depuis son accession au pouvoir en tant que chancelier en 1933, Hitler a assuré le contrôle total de l'État allemand. L'une de ses premières actions a été d'éliminer ses opposants politiques. Beaucoup ont été assassinés, d'autres enfermés dans des camps de concentration qui, en peu de temps, contenaient déjà des dizaines de milliers de prisonniers. Son idéologie, exprimée dans son livre Mein Kampf, texte considéré comme la base doctrinale du nazisme, promouvait la suprématie de la race aryenne et méprisait ceux qu'il considérait comme inférieurs. Les crimes commis par Joseph Staline n'étaient pas moindres que ceux du dirigeant du Troisième Reich. Une fois devenu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Staline poursuivit la ligne imposée par les bolcheviks après le coup d'État dirigé par Lénine en 1917. Inspirés par le modèle jacobin de la Révolution française, les bolcheviks instaurèrent le terrorisme rouge en réponse au terrorisme blanc contre-révolutionnaire. Cette guerre civile longue et sanglante fit plus de 9 millions de victimes, entre morts directes, famine et effondrement économique généralisé. Dans un retournement ironique de l'histoire, Lénine, dans ses derniers jours, exprima de sérieux doutes sur le caractère de Staline. Dans l'un de ses derniers écrits, il recommanda à ses camarades du parti de l'écarter de la secrétariat général. Il considérait que son comportement était trop rude et autoritaire pour cette fonction. « Staline est excessivement brusque », écrivit Lénine, « et ce défaut, acceptable entre nous comme camarades, devient intolérable chez un dirigeant du parti. Je suggère de chercher un autre candidat plus tolérant, loyal et courtois. » Cependant, cet avertissement fut ignoré.
Une fois consolidé au pouvoir, Staline instaura une dictature rigide et impitoyable. À partir des années 1930, il lança une campagne de répression massive connue sous le nom de Grande Purge ou Grand Terreur. Des centaines de milliers de personnes, y compris des membres du Parti communiste, des officiers de l'armée rouge, des socialistes, des anarchistes et des citoyens ordinaires, furent arrêtés, jugés sommairement et déportés dans les goulags ou exécutés directement. Ce qui avait commencé comme une guerre idéologique entre rouges et blancs se transforma finalement en une machine de répression systématique sous le contrôle absolu de Staline. Outre les innombrables morts provoquées par l'ordre direct de Staline à l'intérieur des frontières soviétiques, il faut également ajouter les crimes de guerre commis par le régime pendant la Seconde Guerre mondiale. L'un des épisodes les plus infâmes fut le massacre de la forêt de Katyn. Au printemps 1940, Staline autorisa l'exécution systématique de plus de 22 000 prisonniers d'origine polonaise. Parmi les victimes figuraient environ 8 000 officiers de l'armée, 6 000 agents de police et 8 000 civils supplémentaires, dont beaucoup appartenaient à l'élite intellectuelle du pays, professeurs, artistes, scientifiques, historiens, ainsi que des propriétaires terriens, industriels, avocats, fonctionnaires considérés comme hostiles et des prêtres catholiques. Cette opération visait non seulement à éliminer d'éventuels leaders de la résistance, mais aussi à décapiter culturellement et moralement toute une nation occupée. Concernant le débat éternel sur lequel des deux dictateurs, Adolf Hitler ou Joseph Staline, a causé le plus de tort à l'humanité, le célèbre écrivain, journaliste et historien polonais Ryszard Kapuscinski soutenait que le dirigeant soviétique laissa une empreinte encore plus tragique et prolongée. Parmi les arguments qu'il avançait figurait le nombre énorme de victimes provoquées par les purges et campagnes staliennes, notamment le génocide par la famine subie par l'Ukraine, où environ 10 millions de personnes moururent en résistant à la collectivisation forcée des terres. Si l'on compare les deux régimes, l'ampleur destructrice de Staline fut considérablement plus grande. Hitler a généré un enfer qui a duré 6 ans, tandis que Staline a étendu son règne répressif des années 20 jusqu'à sa mort en 1953. Son pouvoir a duré plus de 3 décennies, et le système de terreur qu'il a mis en place a survécu encore plus longtemps, affirmait Kapuscinski. Et il ajoutait « Il ne s'agit pas de dire qu'Hitler était moins cruel, mais qu'il a eu moins de temps. » De plus, la machine d'extermination nazie ciblait principalement des peuples étrangers à l'Allemagne, tandis que Staline appliqua sa répression brutale contre son propre peuple. Selon l'auteur, les Russes furent paradoxalement le groupe le plus puni par le régime soviétique. En fait, certains secteurs nationalistes en Russie ont même affirmé que le stalinisme était en réalité anti-russe, car les citoyens de cette nation figuraient parmi les plus touchés par les politiques du dictateur. Concernant la famine en Ukraine, Kapuscinski la qualifiait de « plus grand holocauste de l'histoire humaine ». À son avis, jamais auparavant un massacre par la faim d'une telle ampleur n'avait eu lieu, avec un bilan estimé entre 10 et 12 millions de morts. Goulag, l'horreur des camps de concentration de Staline. Le régime les a transformés en instruments de répression contre ceux qui osaient penser différemment. Plus de 400 camps de travail forcé ont été créés, où les détenus, squelettiques à cause de la malnutrition extrême, étaient soumis à des conditions inhumaines. À leur mort, leurs corps étaient enterrés dans des fosses communes sans identification. Là, ils subissaient le froid glacial pouvant atteindre moins 45 degrés, l'isolement total et des abus physiques et psychologiques constants, poussant beaucoup au désespoir ou à la folie. La nourriture était minimale et répétitive. L'hiver constant et impitoyable. Le froid extrême affectait l'esprit. Les manteaux ne protégèrent pas suffisamment. Les logements étaient fragiles et détériorés. Les baraquements surpeuplés. Les soins médicaux quasi inexistants. Et les journées de travail épuisantes. Cette réalité était un enfer glacé et totalement dépourvu d'humanité. Des centaines de complexes de travail forcé existaient, situés dans les recoins les plus reculés et inhabités du territoire soviétique. Des lieux où personne n'avait jamais vécu et pour une raison évidente, survivre dans ces régions était pratiquement impossible. C'étaient des terres de hiver perpétuel où le climat semblait conçu pour briser le corps et la volonté. Des millions de personnes y ont perdu la vie ou en sont restées marquées à jamais.
Le terme « goulag » provient de l'acronyme russe désignant la Direction générale des camps et colonies de travail correctionnels, organisme subordonné au NKVD, le Commissariat du peuple aux affaires intérieures. Avec le temps, ce mot en est venu à représenter l'ensemble du système de camps de détention et de punition instauré en Union soviétique, ainsi que chacun de ses centres répressifs. L'Occident a découvert l'ampleur de cette horreur à travers l'archipel du Goulag, l'œuvre de l'écrivain et dissident Alexandre Solzhenitsyn, lauréat du prix Nobel de littérature, qui a exposé crûment comment ces camps ont été utilisés comme instrument de répression pour faire taire tous ceux qui pensaient différemment. Les premiers camps de travail forcé sont apparus peu après la Révolution d'Octobre. Avec le temps, leur nombre et leurs fonctions ont augmenté, jusqu'à devenir un élément clé du système économique soviétique. Ce n'est qu'après la mort de Joseph Staline que ce réseau répressif a commencé à être démantelé. Dans ces camps étaient détenus à la fois des criminels ordinaires et des opposants politiques. Ces derniers subissaient les conditions les plus extrêmes. Il suffisait de critiquer le gouvernement, de lire un auteur censuré ou d'avoir manifesté de la sympathie pour une figure déchue pour être accusé d'activité contre-révolutionnaire et recevoir de longues peines dans un régime de punition extrême. Le travail forcé était obligatoire. Les détenus, mal nourris et sans vêtements appropriés, devaient supporter des journées de travail exténuantes dans des conditions inhumaines. La punition faisait partie de la routine quotidienne. Aux yeux du régime, ceux qui ne s'alignaient pas sur le pouvoir étaient utiles seulement comme force de production. Ils étaient destinés à l'extraction des ressources naturelles, à la colonisation de régions inhabitées, à la construction d'industries et à la réalisation de projets d'infrastructures colossaux. Le coût humain fut dévastateur, mais invisible pour l'État. Les corps sans vie étaient enterrés dans des fosses anonymes, sous des routes, des barrages et des bâtiments qu'ils avaient eux-mêmes contribué à construire. Au total, plus de 400 camps ont fonctionné sur tout le territoire soviétique. Il s'agissait d'une structure organisée pour l'exploitation, le contrôle et l'élimination silencieuse. Aujourd'hui, il reste à peine des traces de ce système. Le temps, la neige et le vent ont effacé de nombreux vestiges physiques. Ces constructions n'étaient pas faites pour durer, mais pour briser ceux qui y vivaient. Staline renouvelait périodiquement la population des camps de travail par de nouvelles vagues de répression. Tous les quelque temps, des milliers d'opposants et de personnes considérées comme ennemis du régime étaient arrêtés pour trahison ou sabotage et déportés au goulag dans le cadre des campagnes visant à éliminer toute forme de dissidence. Comme beaucoup d'autres révolutionnaires de son époque, Staline avait été exilé plusieurs fois en Sibérie avant d'accéder au pouvoir. Il réussit à s'échapper à au moins 3 reprises, une expérience qui marqua profondément sa vision de la punition et de l'isolement. Il connaissait de première main les souffrances liées à la survie dans ces régions éloignées et glaciales, et c'est précisément pour cette raison qu'il décida d'en faire le destin final de ses ennemis. Pour lui, la punition ne devait pas seulement être sévère, mais aussi utile, s'assurer que les condamnés ne puissent pas s'enfuir, qu'ils purgent leur peine intégralement, et que leur douleur serve les intérêts de l'État. Le système de camps de concentration soviétique n'avait pas un seul but. Il était conçu pour plusieurs objectifs. Punir et rééduquer l'opposant, tirer profit du travail forcé, éloigner les dissidents du cœur politique et urbain du pays et instaurer une peur constante dans la population. C'était un outil de contrôle, de punition et d'utilité économique en même temps. Comme l'a souligné Hannah Arendt, ces camps représentaient la forme la plus extrême du totalitarisme au sein d'un régime totalitaire. C'étaient des espaces où le pouvoir était absolu, où aucune échappatoire ni trace de liberté n'existait. Là, l'individu cessait d'être un sujet pour devenir un instrument au service d'un pouvoir sans limite. Les prisonniers n'étaient pas considérés comme des travailleurs mal rémunérés, mais directement comme une source de travail gratuit. Cependant, cette exploitation avait un coût évident. Bien qu'ils fussent utilisés comme moteur économique et que de nombreuses ressources minérales alimentant l'industrie soviétique fussent extraites par des mains captives dans des mines réparties dans tout le pays, l'efficacité dans les centres de production du goulag était considérablement plus faible que dans le reste du territoire soviétique. La raison était simple, ce n'était pas par paresse ou manque de motivation, puisqu'ils travaillaient sous menace constante, mais parce que leur corps, épuisé par la faim,
le froid et les abus ne pouvaient pas maintenir une haute performance malgré les conditions sévères imposées. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les priorités changèrent. Les usines du Goulag furent reconverties pour produire des uniformes, des munitions et du matériel. Les militaires étaient affectés à l'armée. En même temps, les prisonniers étaient employés dans des projets d'infrastructures vitaux, comme la construction de lignes ferroviaires stratégiques. Pendant les années les plus critiques du conflit, le gouvernement a eu recours à des mesures exceptionnelles. De nombreux prisonniers ont été libérés et envoyés directement au front, où chaque soldat comptait. Même les clercs et les figures religieuses, auparavant persécutées par le régime athée, ont été libérés. La foi, auparavant réprimée, a été momentanément tolérée comme un instrument utile pour élever le moral de la population et encourager la résistance face à l'invasion nazie. En général, ceux qui étaient condamnés au goulag devaient purger leur peine complète sans exception. Les réductions étaient extrêmement rares et, sauf pour certains prisonniers en phase terminale, il n'y avait pas de bénéfice comme la libération conditionnelle. Mais même en recouvrant leur liberté, les ex-prisonniers faisaient face à une condamnation supplémentaire, la stigmatisation sociale. La machine de propagande de l'État les présentait comme des traîtres, rendant leur réintégration extrêmement difficile. Ils étaient stigmatisés, marginalisés et condamnés à l'isolement en raison de la suspicion constante qui les accompagnait. Il n'est pas surprenant que ces camps soient apparus juste après la Révolution d'Octobre. Le nouveau régime est né au milieu du chaos, de la violence et de l'autoritarisme. Et les camps étaient une extension de cette logique impitoyable. Les goulags ne représentaient pas une déviation du système, mais une expression cohérente de son essence. L'historienne Anne Applebaum le dit crûment. Les goulags n'apparaissaient pas isolément, mais reflétèrent fidèlement l'environnement dont ils étaient issus. Si les prisonniers vivaient dans la saleté, si les gardiens étaient cruels, si le travail était réalisé sans efficacité ni soin, c'est parce que ces mêmes conditions dominaient la vie quotidienne de la société soviétique dans son ensemble. La brutalité des camps était, en fin de compte, le miroir du pays qui les avait créés. L'un des cerveaux derrière le perfectionnement du système des goulags est apparu paradoxalement de l'intérieur même des camps. Naftali Frenkel a été arrêté en 1923 pour franchissement illégal de frontières et activités de contrebande. Condamné à 10 ans de travaux forcés, il a rédigé pendant son séjour une lettre adressée aux responsables du camp. Il ne demandait pas de clémence ni ne dénonçait des abus, il proposait des méthodes pour améliorer la productivité du travail esclave. Parmi ses idées figurait l'ajustement de la quantité de nourriture reçue par chaque prisonnier selon sa performance. Celui qui produisait le plus recevrait plus de rations. Ces propositions ont été adoptées et reproduites dans tout le système. Leur efficacité a été telle qu'il a non seulement obtenu la réduction totale de sa peine, mais a été promu à un poste administratif au sein de la structure du goulag. Le principe de l'isolement géographique n'était pas nouveau. Dès l'époque de l'Empire tsariste, l'exil était utilisé comme forme de punition, envoyant les dissidents dans des régions éloignées et inhabitées. Ce type d'exil forcé impliquait non seulement la séparation familiale, mais une condamnation à des souffrances extrêmes. Température brutale, travail épuisant et conditions de vie profondément hostiles. L'un des principaux centres de cet enfer blanc était Magadan, officiellement capitale de la Sibérie orientale, mais connue par beaucoup sous le nom de Kolyma, du nom de la rivière qui traverse la région. Le journaliste Ryszard Kapuscinski décrivait ces terres comme des domaines de froid absolu, de nuits interminables et de faible présence humaine, peuplés uniquement de quelques tribus nomades comme les Tchouktchès, les Evenks ou les Yakoutes. La plupart des camps les plus meurtriers se trouvaient là. Les prisonniers ne voyaient jamais le thermomètre. Connaître la température ne changeait rien au fait qu'ils devaient travailler. Cependant, les plus expérimentés apprenaient à déchiffrer le climat avec précision. Si le brouillard couvrait l'horizon, ils savaient qu'il faisait environ moins 40 degrés. Si le souffle s'entendait en expirant, c'était moins 45. Mais si chaque respiration émettait un gémissement rauque, comme le moteur d'une machine rouillée, et qu'ils sentaient que l'air pouvait leur manquer à tout moment, ils affrontaient des températures proches de moins 50 degrés. Kolyma, la ville sibérienne où se concentraient de nombreux camps de travail les plus cruels du système du goulag, est restée gravée dans la mémoire collective russe comme synonyme de souffrance extrême.
Même aujourd'hui, son nom persiste dans le langage courant. Lorsqu'une personne traverse une situation difficile, il n'est pas rare d'entendre comme consolation la phrase « Pense que Colima était bien pire ». Ainsi, Colima est devenu une référence incontournable de l'horreur, un point de comparaison pour l'insupportable, l'inhumain, l'absolument dévastateur. Bien que la vie en dehors des goulags fût sans doute plus supportable, les conditions en Union soviétique restaient dures et, dans de nombreux cas, frôlaient l'inhumanité. Il n'était donc pas surprenant que la souffrance dans les camps atteigne des niveaux extrêmes. Le taux de mortalité dans les goulags variait en fonction de la situation générale du pays. Il a fortement augmenté lors des grandes crises, comme la famine du début des années 1930 ou les années les plus rudes de la Seconde Guerre mondiale. En particulier, lors du siège allemand de Stalingrad, plus d'1 million de personnes sont mortes de faim, et si la nourriture manquait dans les villes, encore moins atteignaient les camps de prisonniers. Contrairement aux camps d'extermination nazis, les goulags n'étaient pas explicitement conçus pour tuer. Il n'y avait pas de chambres à gaz, mais cela n'impliquait aucun respect pour la vie humaine. Le système se nourrissait de l'indifférence, de la punition et de l'exploitation. Le nombre exact de décès dans les camps reste débattu, mais les chercheurs estiment entre 1,5 million et 3 millions de personnes mortes. Les causes étaient multiples. Froid extrême, malnutrition sévère, épidémie, brutalité des gardes et une logique d'arbitraire permanent. La mortalité dans les goulags était 4 à 6 fois supérieure à la moyenne nationale soviétique, ce qui est particulièrement alarmant, même en tenant compte du fait que même en dehors des camps, les taux étaient déjà élevés. Une pratique courante parmi les responsables du système du goulag consistait à libérer les prisonniers en phase terminale ou gravement malades. Cette mesure, loin d'être un acte de compassion, servait à maquiller les chiffres officiels de mortalité. Les détenus ne mouraient pas dans les camps, mais à l'extérieur, effaçant ainsi leurs traces statistiques. Contrairement aux crimes du nazisme, dont la condamnation est pratiquement unanime, les abus commis sous le régime de Staline ont historiquement trouvé plus d'indulgence, de relativisation ou même d'oubli. La réaction immédiate de rejet que suscite généralement l'Holocauste n'apparaît pas toujours avec la même intensité lorsqu'il s'agit du système soviétique. Une partie de cette différence s'explique par la faible documentation graphique sur les goulags. Contrairement aux camps nazis, filmés et photographiés par les forces alliées lors de leur libération, le système soviétique a caché ses horreurs derrière un mur strict de propagande et de censure. La guerre froide a également chargé le récit historique d'idéologie, provoquant distorsion, omission et absence prolongée de visibilité. Les récits sur les camps soviétiques ont été beaucoup moins diffusés, et leur mémoire a été obscurcie par des intérêts politiques. Anne Applebaum, dans son livre Gulag, indique clairement une raison supplémentaire. La narration dominante sur la Seconde Guerre mondiale présente la victoire comme une croisade du bien contre le mal. Il est difficile d'accepter qu'un des éléments clés de cette victoire, l'Union soviétique, maintenait en même temps son propre réseau de camps de concentration. Personne n'aime penser que nous avons vaincu un tueur de masse avec l'aide d'un autre, avertit Applebaum. Il est inconfortable de regarder la photo de la conférence de Yalta et de reconnaître que l'un des 3 dirigeants représentés y était responsable de millions de morts. Bien sûr, un autre élément fondamental fut l'appareil soviétique de censure, de propagande et de répression. Pendant des décennies, toute tentative de raconter ce qui se passait réellement dans le système concentrationnaire était réduite au silence. Non seulement les critiques du régime étaient persécutés, mais aussi ceux qui tentaient simplement de dire la vérité. Dans les rares occasions où des témoignages sur les camps soviétiques parvenaient en Occident ou que quelqu'un réussissait à s'échapper, l'appareil de propagande du régime se mobilisait immédiatement pour discréditer le dénonciateur. Alexandre Solzhenitsyn fut l'une des cibles les plus célèbres de cette machine de diffamation. Il fut publiquement accusé d'alcoolisme, d'instabilité mentale et même d'homosexualité, tout cela pour diminuer la légitimité de ses dénonciations. Si Primo Levi est devenu la voix des camps nazis, les goulags ont trouvé leur chroniqueur le plus profond et cru chez Varlam Shalamov. Bien que Solzhenitsyn ait popularisé le mot « goulag » en Occident, c'est Shalamov qui réussit à en décrire l'essence avec une cruauté et une beauté littéraire inégalées. Son œuvre Récit de Colima décrit avec une prose contenue et dévastatrice la vie quotidienne dans ces enfers glacés. Dans l'un de ses textes les plus mémorables, il écrit «
Tous les sentiments humains, l'amour, l'amitié, l'envie, l'ambition, la compassion ou l'intégrité, nous ont abandonnés avec la chair que nous avons perdue pendant les années de famine. Dans la maigre masse musculaire qui nous maintenait encore debout, qui nous permettait de respirer, de travailler, de bouger, il n'y avait de place que pour la haine, le seul sentiment humain qui résiste à l'extermination physique. Le Tsar Chalamov a été envoyé en Kolyma à 2 reprises. La première fois pour avoir été lié au trotskisme à une époque où Trotsky était déjà ennemi de l'État. La seconde pour quelque chose d'aussi simple et dangereux que d'avoir affirmé qu'Ivan Bounine, lauréat du prix Nobel de littérature en 1933, devait être considéré comme un classique russe. Pendant sa détention, il a travaillé comme mineur, charbonnier, infirmier et typographe. Il a passé près de 25 ans privé de liberté. Il a été libéré en 1951, mais comme tant d'autres survivants, il ne s'est jamais totalement réinséré dans la vie civile. Son œuvre, profondément précieuse, n'a obtenu une reconnaissance massive qu'après sa mort. Le système du Goulag a été officiellement démantelé en 1953, après la mort de Staline, dans le cadre du processus de déstalinisation lancé par la nouvelle direction soviétique. Cependant, il y a un fait ironique et glaçant. La même année où les camps ont commencé à fermer, le système a atteint son record de population détenue. Plus de 2,5 millions de personnes se trouvaient alors dans des conditions inhumaines derrière les barbelés du Goulag. Même son fils n'a pas échappé à Staline. La vie de Yakov, le fils aîné de Staline, a été marquée par l'abandon et la douleur. Dès son enfance, il a grandi sous l'ombre indifférente de son père, et dans sa jeunesse, il a subi le mépris et les mauvais traitements. Son destin final fut encore plus cruel. Capturé par les nazis, il finit prisonnier de guerre entre les mains des redoutables SS allemandes. Nous sommes le 16 juillet 1941. Il s'est écoulé à peine 21 jours depuis que la Wehrmacht, avec plus de 3 millions de soldats, a déclenché l'opération militaire la plus colossale jamais vue, pénétrant sur le territoire soviétique. Staline reste paralysé, et à Moscou, la peur que la ville puisse tomber en quelques semaines grandit. Pendant ce temps, le haut commandement soviétique place ses derniers espoirs dans une défense désespérée à Smolensk, située à 400 km de la capitale. Là, ils espèrent ralentir l'avancée du groupe d'armées centre, l'une des 3 grandes formations de l'armée allemande. Mais sur le terrain, la situation est chaotique. De nombreuses divisions reculent sans résistance et d'autres se rendent sans combattre. Au milieu de ce désordre, près de la localité biélorusse de Vitebsk, opérait la 14e division blindée de l'armée rouge. Cette formation comptait un régiment d'artillerie lourde, le 14e de canons obusiers. Parmi ses rangs, à la tête de l'un des pièces, se trouvait un jeune lieutenant nommé Yakov Djougashvili, 1907 à 1943. Ce 16 juillet, Yakov a vécu la même expérience que tant d'autres officiers soviétiques. Il a été dépassé par la rapidité écrasante de l'avance allemande. La Blitzkrieg, ou guerre éclair, combinait des bombardements aériens avec des attaques mécanisées qui rompaient les lignes défensives à des points clés, sans s'arrêter pour consolider le territoire. Lorsque beaucoup ont voulu réagir, leur position était déjà isolée, encerclée et sans possibilité de communication. Au milieu de l'effondrement général, le lieutenant Yakov Djougashvili s'est retrouvé coupé de l'unité qu'il devait protéger avec son artillerie. En tentant de les rejoindre, il a été intercepté par un groupe d'infanterie soviétique qui, dans un élan de désespoir, lui a demandé de les guider pour percer l'encerclement ennemi. Mais dès le début des tirs, ses soldats ont paniqué et l'ont abandonné à son sort. Sans autre choix, Yakov a retiré son uniforme et s'est déguisé en paysan. Il a cherché refuge dans une maison rurale, mais la femme qui l'a accueilli a éclaté en sanglots, terrifiée à l'idée que les Allemands le découvrent. Conscient du risque pour elle, il est parti. Peu après, une explosion proche l'a étourdi et, encerclé sans issue, il s'est dirigé vers les positions allemandes et s'est rendu. Au début, sa capture n'a suscité aucune réaction. Son nom de famille ne soulevait aucun soupçon et il a été traité comme un simple prisonnier. Mais quelqu'un l'a reconnu, peut-être par son visage ou un commentaire mal calculé, et a alerté les gardes. Cet homme n'était pas un simple lieutenant, c'était Yakov Djougashvili, fils de Staline. Le vrai nom du dictateur soviétique, Djougashvili, le trahissait. Dans un pays marqué par les purges et la peur, il n'était pas difficile de trouver des motifs pour dénoncer le fils du tyran.
Beaucoup avaient perdu des proches par ordre de Staline lui-même, et voir tomber son aîné constituait une forme de vengeance silencieuse. Les Allemands n'ont pas tardé à exploiter l'occasion. Ils ont transféré Yakov dans une résidence luxueuse près de Berlin, sous l'œil attentif de Joseph Goebbels. Le ministre de la propagande du Troisième Reich avait des plans. Il voulait que le fils du dictateur s'exprime à la radio pour miner le moral soviétique de l'intérieur. Plus tard, il envisagea même d'utiliser son image comme symbole d'une unité formée de déserteurs soviétiques, l'armée russe de libération, dirigée par le général traître Andreï Vlasov. Mais Yakov n'a jamais cédé. Staline a pris la reddition de son fils de la manière la plus humiliante possible, par un tract propagandiste largué par la Luftwaffe sur les tranchées du front oriental. Sur celui-ci, aux côtés d'une photo récente et claire de Yakov, on pouvait lire un message direct et corrosif. Le fils de Staline s'est rendu. Que ce tel officier soviétique se soit rendu prouve sans aucun doute que toute résistance à l'armée allemande est vaine. Cessez de vous battre et venez à nous. Pour le dictateur soviétique, c'était une offense intolérable. Non seulement à cause du choc personnel, mais parce que l'acte de reddition contredisait totalement les ordres émis par l'état-major soviétique. Dans ces jours sombres de 1941, la directive était claire. Chaque soldat devait combattre jusqu'à la mort. La reddition était considérée comme une trahison, et toute famille de prisonniers perdait automatiquement toute aide de l'État. La propagande nazie avait trouvé une cible parfaite, exposer le fils de Staline lui-même comme un symbole de faiblesse. Pour l'homme de fer, il n'y avait pas de place pour le pardon. La chute en disgrâce de Yakov Djougashvili ne s'est pas arrêtée à sa capture. Elle déclencha une série de représailles dans l'entourage proche de Staline. Pour le dictateur, rien n'arrivait par hasard. Son esprit, rempli de soupçons et de rancune, avait besoin de coupables. Selon Miklos Kuhn dans Staline, An Unknown Portrait, 2003, une vague de paranoïa envahit le Kremlin après l'annonce de la reddition de son fils. Staline était convaincu qu'une trahison interne devait se cacher derrière cette capture. Quelqu'un, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armée, devait en payer le prix. La première victime fut Yulia Meltzer, épouse de Yakov et mère de sa fille, une danseuse juive d'origine ukrainienne. Elle fut arrêtée et envoyée dans un camp de travail en représailles directes. Puis vint Alexander Svanidze, oncle maternel de Yakov, déjà détenu au goulag depuis longtemps. Il fut extrait de sa détention uniquement pour être exécuté par balle. En 1942, la purge s'étendit davantage. Maria Anisimovna, épouse de Svanidze, et une autre tante de Yakov portant le même nom, furent également tuées. La seule survivante de la lignée Svanidze, face à la fureur de Staline, fut Galina, la petite fille de Yakov. Son destin changea grâce à l'intervention de Svetlana Alliluyeva, fille de Staline avec sa seconde épouse. Bien qu'elle ne soit que demi-sœur de Yakov, Svetlana s'efforça de protéger sa nièce et réalisa l'impensable. Convaincre son père de libérer Yulia Meltzer du goulag et de permettre à la petite fille de ne pas grandir seule. Ce fut un acte de compassion rare dans un environnement marqué par la terreur et la vengeance. En revanche, Vassili, l'autre fils de Staline, ne fit aucun effort. Ivre, instable et rancunier, il méprisait son demi-frère depuis toujours et ne montra aucun intérêt pour l'aider. Pour lui, le malheur de Yakov n'était qu'un règlement de compte familial déguisé en guerre. Pendant ce temps, de l'autre côté du front, les propositions d'échange continuaient d'arriver. D'abord, les Allemands proposèrent d'échanger Yakov contre Léo Rudolf Robal, le neveu préféré d'Hitler. Plus tard, ils proposèrent un autre échange encore plus symbolique. Libérer le fils du dictateur soviétique contre le maréchal Friedrich Paulus, commandant vaincu de la 6e armée allemande à Stalingrad. Mais Staline refusa. Pour lui, le destin de Yakov était déjà scellé. Frances, la dernière nuit du Tsar rouge, comment Staline est tombée Svetlana Alliluyeva, fille du leader soviétique, a laissé un témoignage bouleversant sur les derniers instants de la vie de son père. L'agonie a été horrible. À un moment, presque à la fin, il a brusquement ouvert les yeux et les a dirigés vers tous les présents. C'était un regard effroyable, peut-être hors de lui, peut-être rempli de colère et de terreur face à la mort et aux visages inconnus des médecins penchés sur lui, écrivit-elle. Svetlana Iosifovna Staline, comme elle était officiellement connue, a reconstitué la fin du dictateur avec un mélange de distance et de douleur.
Dans la nuit du 1er mars 1953, alors qu'il se trouvait dans sa résidence privée de Kountsevo, Staline, l'homme de fer, a subi un AVC massif. Pendant des heures, il est resté étendu sans recevoir de soins médicaux, entouré d'assistants qui, par peur ou incertitude, n'osaient intervenir. Ce fut le début d'une agonie lente et effrayante qui marquerait la fin du régime le plus redouté de l'histoire soviétique. À 11 heures du soir, le samedi 28 février 1953, Staline organisa un dîner privé dans la salle à manger de sa datcha à Kountsevo, convoquant les 4 hommes les plus puissants de son cercle proche. Parmi les invités se trouvait Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire du Parti communiste à Moscou, Lavrenti Beria, chef de la redoutée police secrète NKVD et principal exécutant des purges, tortures et disparitions, Georgi Malenkov, figure clé du comité central du parti, et Nikolaï Boulganin, alors ministre de la Défense. Cette réunion des 4 grands du régime stalinien serait la dernière qu'il partagerait avec le dirigeant suprême de son vivant. S'il y eut quelques frictions politiques au cours de la soirée, elles semblaient oubliées au moment des adieux. Ce qui abonda en revanche fut l'alcool. Staline, connu pour sa résistance inépuisable à la vodka, but sans mesure. Vers 4 heures du matin, le dimanche 1er mars, les 4 invités quittèrent la résidence. Plus tard, ils relatèrent que le leader semblait visiblement euphorique et ivre. Il se permit même une démonstration inhabituelle d'affection, en tapotant l'épaule de Khrouchtchev et en l'appelant affectueusement « Nitchik », imitant l'accent ukrainien. Nikita Khrouchtchev, né à Kalinovska près de la frontière ukrainienne, avait été envoyé des années auparavant par Staline lui-même pour superviser la mise en œuvre des politiques de collectivisation qui provoquèrent la famine catastrophique dans cette région entre 1932 et 1934. Après le départ de ses camarades, Staline resta seul. Les portes de sa chambre furent fermées et gardées, comme d'habitude, par sa garde personnelle. Pendant que le dictateur dormait, le silence s'empara de la datcha, scellant la dernière nuit de celui qui avait gouverné d'une main de fer pendant près de 3 décennies. À l'heure du déjeuner, aucun mouvement n'avait encore été enregistré dans la chambre de Staline. Les gardes postés dans la datcha, qui ne pouvaient accéder à la chambre que par un couloir de plus de 20 mètres, commencèrent à s'inquiéter. Le leader n'avait pas demandé son petit déjeuner, ce qui était totalement inhabituel. Cependant, la peur de le déranger était plus forte que l'inquiétude. Personne n'osait interrompre son repos. Ils préférèrent attendre, en silence, avec une nervosité croissante. Vers 6 heures du soir, une faible lumière s'alluma dans l'une des salles à manger secondaires de la résidence. Les gardes, tendus depuis des heures, crurent que tout revenait à la normale. Ils supposèrent que Staline les appellerait bientôt, mais ce ne fut pas le cas. Plus de 4 heures passèrent sans aucun signe ni ordre. Personne n'entrait ni ne sortait de sa chambre, malgré la santé du dictateur, visiblement détériorée. Il souffrait de perte de mémoire, d'arthrite sévère, d'athérosclérose avancée, et son caractère était devenu encore plus imprévisible, colérique et paranoïaque. Il avait lui-même admis que l'âge le frappait sans pitié. « Cette maudite vieillesse me détruit », avait-il dit un jour. En mars 1953, Staline avait 75 ans. Finalement, 2 hommes de l'équipe de sécurité furent contraints d'agir, le colonel Matvei Starostin et le commandant adjoint Piotr Lozgachev. Mais même à ce moment-là, ils n'osèrent pas entrer. Starostin tenta de pousser son collègue à prendre l'initiative. « C'est toi le plus haut gradé, entre !» Lozgachev répondit « Et tu crois que je suis quoi? Un héros ?» La terreur semée par Staline pendant des décennies n'avait pas seulement écrasé des nations entières, elle avait aussi paralysé les seuls qui, à cet instant, pouvaient lui venir en aide. Le dictateur gisait en agonie, mais personne n'osait ouvrir la porte. Pendant ce temps, à Moscou, Nikita Khrouchtchev attendait au Kremlin l'appel habituel de Staline pour assister à un autre dîner avec lui. Mais le téléphone ne sonna pas. En revanche, vers 10 heures du soir, un message officiel du comité central arriva à la datcha de Kountsevo, semant l'inquiétude. Que s'était-il exactement passé dans la résidence privée du leader soviétique? Sous prétexte de ne pas réveiller la colère du dictateur, le commandant Piotr Lozgachev s'aventura dans les couloirs de l'aile privée. Il avançait en faisant délibérément du bruit avec les meubles et objets proches. Nous ne devions jamais le surprendre. Cela le mettait en colère.
Il valait toujours mieux qu'il sache que quelqu'un approchait, se souviendrait-il des années plus tard. Arrivé à la petite salle à manger de la datcha, Lozgachev fit face à une scène désolante. Staline était par terre, étendu sur le tapis, le corps tordu dans une position étrange. Il portait un pantalon de pyjama et un t-shirt, s'appuyant péniblement sur un bras, apparemment conscient mais incapable de bouger. Entendant les pas du garde, il tenta difficilement de lever la main pour attirer l'attention. Lozgachev courut vers lui. « Que se passe-t-il, camarade Staline ?» demanda-t-il avec urgence. La seule réponse fut un son guttural et entrecoupé entre un sifflement et un grognement. Le leader soviétique s'était uriné dessus. Avec le colonel Matvei Starostin, Lozgachev le souleva et le plaça sur un canapé. Le corps du dictateur était glacé. Ils le couvrirent d'une couverture sans savoir exactement quoi faire. Mais au lieu d'appeler un médecin, ils décidèrent de contacter la hiérarchie du Kremlin. Le médecin personnel de Staline, qui aurait peut-être su comment agir, n'était pas disponible. Il avait été emprisonné et torturé sur ordre de Beria après avoir recommandé que Staline avait besoin de repos. Starostin contacta Semyon Ignatiev, chef de la sécurité du dictateur, qui refusa de prendre une décision et délégua la responsabilité. Il suggéra d'appeler Georgi Malenkov. C'est alors, lorsque Malenkov apprit la situation, que commença réellement l'agonie finale du petit père de l'URSS. Et, en même temps, une lutte silencieuse mais féroce pour le contrôle du pouvoir éclata parmi les hommes qui l'entouraient. L'ère de Staline s'effondrait, et chaque seconde d'indécision marquait le compte à rebours de sa vie. Le nom par lequel le monde le connaîtrait, Staline, qui signifie « homme d'acier », était une construction politique, non une vérité biographique. Son vrai nom était Iosif Vissarionovitch Djougachvili, bien que certaines sources affirment que son nom complet à la naissance était Iosif David Vissarionovitch. Il n'est pas non plus né le 21 décembre 1879, comme il l'a affirmé toute sa vie. En réalité, il vit le jour le 6 décembre 1878. Fils d'un cordonnier alcoolique et agressif, il grandit dans un foyer marqué par la violence domestique. Son père frappait sa femme et son fils avec brutalité. On pense que Staline traînait une blessure au bras gauche depuis son enfance, peut-être causée par un accident ou par l'un des coups de son père. Cette différence de longueur entre ses bras lui causerait de graves problèmes rhumatismaux tout au long de sa vie adulte. De constitution robuste et de petite taille, mesurant seulement 1,62 m, Staline arborait dans sa jeunesse une épaisse chevelure noire qui ne commença à grisonner qu'à la fin de sa vie. Il était quelque peu hypocondriaque. Il souffrait d'amygdalite chronique et avait des épisodes récurrents de psoriasis. Malgré ses efforts pour projeter une image d'invulnérabilité, son corps lui rappelait toujours qu'il n'était en réalité pas fait d'acier.